Bonjour à tous qui nous suivent en direct de ce live Facebook. Bonjour Laura Siboni. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui en direct de la librairie Kléber pour ce live Facebook. Pour vous présenter l'auteur, en quelques mots, pour les internautes curieux qui seraient venus nous écouter aujourd'hui et qui ne connaissent pas encore Laura Siboni. Donc vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, d'HEC et de la Sorbonne. Et c'est notamment via ces grandes écoles que vous avez connu le monde de l'éloquence, l'art de l'éloquence, et que vous avez commencé à le pratiquer. Vous êtes aujourd'hui coach en prise de parole, mais également professeur à HEC et fondatrice de l'école de la parole. Ce même titre que vous donnez donc à votre livre récemment paru chez Hachette. C'est ça. Merci beaucoup de me recevoir. On est vraiment ravis. Alors, est-ce que, pour commencer, peut-être, vous pouvez nous parler donc, de ce parcours universitaire que je viens d'évoquer? Parce qu'il est vrai que vous êtes très jeune. Laura Siboni, vous avez 26 ans. Et alors, je ne sais pas quelle carrière vous vous destiniez initialement en faisant ces grandes écoles-là, mais est-ce que vous avez pensé qu'un jour, l'art oratoire prendrait cette place-là dans votre vie? Pour moi, l'art oratoire, c'est une compétence transverse. Je la considère pas comme un métier. Je m'étais dirigée vers Sciences Po, après des études scientifiques, vers un double cursus en philosophie et Sciences Po, pour avoir cet équilibre entre la théorie et la pratique, pour garder un côté très éclectique dans les études, pouvoir découvrir des disciplines qui ne sont pas enseignées au lycée. Je me suis spécialisée après ça dans le management culturel à HEC, donc il y avait l'aspect culturel, l'aspect littéraire du discours, qui n'est pas le seul style qu'on peut adopter au discours. Je pense que l'originalité, là, c'est de ne pas avoir fait d'études de droit, parce que très souvent, on associe l'éloquence et le droit à travers l'exercice de la plaidoirie. Et ça, c'est ce que je voulais éviter. Justement, sortir l'éloquence du domaine juridique et montrer que les prises de parole, on en a au quotidien, qu'on peut s'améliorer au quotidien dans les réunions, dans la manière de laisser un message sur un répondeur. Ça peut être très varié, les prises de parole, et c'est utile dans toutes les situations. Très bien. Et ça touche tout le monde, finalement, en quelque sorte. Alors, on dit que vous êtes une ex-grande timide ou une complexée ou peu habituée initialement de la prise de parole en public. Je ne sais pas trop comment le dire. Est-ce que cette timidité-là, est-ce que vous savez à quoi elle est liée? Est-ce qu'elle était liée à un manque de confiance en vous, à un blocage? Et est-ce qu'elle vous a suivi longtemps? Alors, il y a des Strasbourgeois qui ont été très étonnés d'entendre que j'étais timide. La vérité, c'est surtout que j'avais du mal à prendre la parole. Une fois que j'étais lancée, qu'il y avait un contexte, que c'était dans le cadre d'un exposé que je prenais la parole ou si c'était pour du théâtre, là j'avais beaucoup moins de difficultés. Mais pour saisir la parole, il fallait vraiment me pousser. J'étais pas celle qui allait la première lever la main en classe, pas celle qui allait se mettre en avant. Donc c'est un type de timidité. Je pense que je suis loin d'être la seule à en avoir souffert. Il y a d'autres types de timidité. Il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés à parler s'ils ne sont pas certains d'être experts de leur sujet. Ou alors qui vont parler, qui vont avoir peur de se laisser déstabiliser et donc ne pas écouter la personne en face et se lancer dans un monologue. Donc il y a différents types de timidité. Pour moi, c'était surtout cette difficulté à prendre la parole. Et alors, il y a quand même un monde immense entre cette timidité-là et le fait de s'exprimer devant des foules, devant des assemblées, devant un grand public. Comment est-ce que vous avez découvert l'éloquence et où est-ce que vous avez appris en quelque sorte les codes d'un bon discours? Qui vous a fait découvrir l'éloquence et qui vous l'a enseigné en quelque sorte? Alors, éloquence, c'est un mot que j'essaye d'éviter en général parce qu'il fait peur, parce qu'on l'associe à l'exercice de la plaidoirie ou du discours politique et que justement pour moi c'était au quotidien. Et donc cette amélioration, enfin ce dépassement de la timidité, se forcer à prendre la parole, pour moi c'était au quotidien. J'ai eu 2 grandes aides pour ça. Déjà d'arriver à Sciences Po où on pratique beaucoup le discours politique, la négociation diplomatique. Et donc via les cours ou via des associations? Les deux. Il y a d'excellents cours de prise de parole et puis des associations qui permettent de pratiquer plus régulièrement à travers des exercices classiques de discours en 3 minutes. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la radio. De participer à une radio étudiante et donc de s'entraîner à prendre la parole parce qu'à la radio on n'a pas le choix, il y a plusieurs chroniqueurs et il faut remplir l'antenne, donc les gens parlent en permanence et si on ne saisit pas la parole, eh bien on ne parle pas. Vous auriez pu vous braquer bien plus jeune en raison de cette timidité-là, alors qu'est-ce qui fait que
qu'on a envie de sortir de sa zone de confort et qu'on va chercher qu'est-ce qui fait qu'on s'obstine et qu'on trouve en soi la détermination pour pratiquer l'art oratoire et essayer de saisir chaque occasion de s'exprimer en public. Déjà, bien sûr, il y a des rencontres qui poussent à parler des sujets qui vont être plus inspirants que d'autres, l'envie de partager, de parler. Ce qui pousse à sortir de la zone de confort, c'est surtout de voir à quel point c'est pesant au quotidien, dans toutes les situations, de ne pas oser prendre la parole, d'avoir des choses à dire, d'être confiant sur ces choses qu'on a à dire, et de pas réussir à les dire ou de pas en être satisfait. Très bien. Et est-ce que, quelque part, peut-être ça vous fascinait aussi en arrivant à Sciences Po, ou même avant peut-être, de voir des gens qui s'exprimaient devant des assemblées entières, qui partageaient des émotions, qui faisaient vibrer des salles entières via leur discours? Est-ce que, quelque part, en les voyant, vous aviez envie d'être à leur place? Complètement. J'ai toujours eu une fascination pour le théâtre, réussir à faire vivre des mots. Et ça, je l'ai retrouvé à Sciences Po, quand on arrive en première année, qu'on voit tous ces étudiants qui se rêvent en président de la République, qui font des grands discours. Alors, c'est un style aussi, le style théâtral, en discours. Et qui font des grands effets de manche avec des figures de style recherchées, qui vont faire de beaux discours. Et ça, c'était fascinant. Et j'étais tellement fière d'être parmi eux quand je suis arrivée en première année, que ça a été un grand moteur pour la suite. Alors maintenant que, entre guillemets, l'art oratoire vous est familier, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'art oratoire? Est-ce que c'est l'adrénaline en montant sur scène? Est-ce que c'est le fait de s'adresser à une assemblée directement ou de jouer un rôle tout au long d'un discours? Ça va ensemble. Tout ça va ensemble. C'est surtout l'interaction avec le public qu'on n'a plus beaucoup ces temps-ci, les retours qu'il peut y avoir, mais surtout de sentir qu'on construit quelque chose avec le public. On fait jamais un discours seul face à soi-même. On s'arrête lorsqu'on voit que les gens décrochent. On va et c'est quand ils rigolent. Oui, c'est très vivant. Ah oui, alors quand le public rit, là, ça donne énormément d'énergie. C'est une victoire en quelque sorte pour l'orateur. Et une victoire et une création, parce qu'un discours, ça se crée à plusieurs. Je dis souvent que le public est partenaire, et j'insiste là-dessus parce qu'on a souvent tendance à le voir comme un juge. À vrai dire, le public va aussi contribuer, et beaucoup plus qu'il ne pense, au discours, à la manière dont il va être dit, même si c'est pas forcément au choix des mots, mais au rythme qui va être choisi et à cette interaction qui est faite avec le public et qui fait dire à l'orateur à la fin, le public était chaud, le public était là ou n'était pas là. Et vous insistez justement sur la présence et l'importance du public. Est-ce que vous avez un souvenir que vous avez envie de nous partager depuis vos débuts dans l'éloquence, et est-ce que le public a joué sa part dans la beauté de ce souvenir? Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'anecdotes en discours. Je me souviens surtout d'un discours que j'avais fait pour le Rotaract. C'était en 2016 et ça avait été organisé dans la salle des mariages de la mairie du 16e. Et j'ai été arrivée un peu en avance dans la salle et je m'étais rendu compte que lorsqu'on appuyait sur un bouton sous le bureau du maire, ça lançait la marche nuptiale. Et alors j'avais tout de suite changé le discours que j'avais écrit. En plus, c'était un sujet sur l'infidélité, donc ça, c'était parfait. J'avais changé la fin du discours pour pouvoir intégrer la marche nuptiale dans mon discours. Je trouvais ça très amusant de pouvoir lancer la musique juste à partir du petit bouton sous la table. Et quand je suis arrivée à la fin du discours, j'ai appuyé sur le petit bouton, très fière de moi, et en fait c'était la Marseillaise. Alors j'ai dû me tromper de bouton, je ne sais toujours pas précisément ce qui s'est passé, mais là on a bien vu d'abord la surprise dans la salle et puis après les rires là il y a eu une vraie interaction. Et je pense que ça vient aussi des ratés du discours, du fait qu'on sorte du côté très artificiel qu'il peut y avoir dans ce genre de prise de parole qui sont pour le coup là des concours d'éloquence. Et vous soulignez donc l'importance et l'influence qu'a le public. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, à l'heure où, en raison du confinement et de la pandémie, les concours d'éloquence tentent de se maintenir et d'exister, mais virtuellement? Est-ce que l'éloquence survit à tout ce qui se passe en ce moment, et est-ce que c'est possible de mener à bien un championnat, un concours d'éloquence derrière un écran? Est-ce qu'on
vous pensez que l'orateur est capable d'y mettre le même entrain et d'essayer de convaincre quelqu'un, même s'il n'a personne physiquement devant lui? Alors j'espère. Déjà, j'espère que lorsqu'on pourra reprendre le travail physique et de nouveau être ensemble, les concours d'éloquence permettent aussi de retrouver le lien social qu'on a perdu avec le télétravail, qui puisse permettre littéralement de donner la parole aux collaborateurs, de faire circuler la parole, de libérer l'expression à travers des sujets qui peuvent soit être des sujets thématiques, par exemple des concours d'éloquence, ça se voit dans les cabinets de conseil autour de l'intelligence artificielle, soit autour de sujets plus généraux et qui permettent de sortir ses tripes. Mais même pendant le confinement, même lorsqu'on est derrière un écran, on voit quand même, alors déjà des concours d'éloquence. J'ai eu la chance d'être jurée pour un lycée qui organisait sa prouesse étudiants pour les préparer au grand oral du bac notamment, et à toutes les compétences en prise de parole, en expression orale. Donc ça s'organisait assez simplement. Les étudiants se filmaient chez eux avec un portable et puis on suivait un barème. Et ce qui permettait après on n'avait plus tout à fait cette interaction. Puis les styles de discours étaient différents, plus théâtraux, parce qu'il y a un écran. Et donc qu'il faut réussir à passer cette barrière de l'écran pour toucher le public. Mais c'était quand même un exercice très intéressant. D'accord. Et pour élargir le filtre et parler de l'éloquence de manière générale, est-ce que pour gagner en éloquence, tout orateur doit essayer de saisir chaque opportunité qui se présente à lui de prendre la parole en public? Est-ce que c'est un des meilleurs entraînements, même hors concours? Encore une fois, ça dépend du type de timidité. Lorsqu'on a du mal à prendre la parole, c'est en sautant du plongeoir, c'est en se forçant, c'est en saisissant les occasions, en les repérant, qu'on peut soi-même prendre confiance petit à petit, se rendre compte qu'on sait parler, qu'on sait tous parler, que la principale difficulté, c'est de franchir toutes ces barrières qu'il y a entre ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, ce que la personne en face ou les personnes en face entendent, ce qu'elles comprennent, ce qu'elles retiennent. Et donc la principale difficulté, c'est de dépasser ces barrières-là. Et pour ça, il faut se lancer, s'entraîner. Un exercice qu'on peut faire très simplement, c'est lorsqu'on a un anniversaire de la famille, faire un petit discours. Ça fait toujours plaisir pour dire ce qu'on pense de cette personne, ce qu'elle nous a apporté. Ce que j'allais vous demander justement, comment est-ce qu'on fait pour faire tomber ces barrières-là? Comment est-ce qu'on fait pour surpasser cette peur, parfois cette timidité qui nous bloque? Est-ce que quelles sont les démarches ou les conseils que vous donneriez? Est-ce qu'il faut s'entraîner devant son miroir, prendre la parole devant un groupe qui nous est familier, comme vous venez de l'évoquer, ou peut-être s'inscrire dans un groupe de théâtre, quelque chose comme ça? Tout ça peut aider. L'important, c'est de bien se connaître, de savoir identifier quelles sont les pensées négatives, parce que la timidité, c'est un mot très vaste qui regroupe beaucoup de choses, et donc de savoir ce qui se passe dans votre tête quand vous vous dites « j'y arriverai pas ». Est-ce que c'est « je suis pas capable de faire un discours » Est-ce que c'est « ils vont me juger » Est-ce que c'est « et si ça se passe mal ?» Enfin, repérer les pensées négatives et pouvoir les remplacer par la pensée correspondante. Si la difficulté, c'est « j'ai envie de parler, mais j'arrive pas à prendre la parole », remplacer par « bon, je vais essayer cette fois, au pire, qu'est-ce qui se passe ?» Remplacer par des choses plus positives. Mais je sais à combien c'est décevant, il n'y a pas de baguette magique pour ça. Il peut y avoir un déclic si on s'entraîne. Je ne sais pas si ça serait trop beau d'avoir une baguette magique parce que la prise de parole, c'est très individuel. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou d'être quelqu'un d'autre. Souvent, je recommande d'être soi-même, lorsqu'on parle soi-même, mais à 110, 115%. Évidemment, c'est arbitraire, mais ça veut dire être soi-même un peu plus pour dépasser toutes ces barrières, pour aller chercher le public, mais pas quelqu'un d'autre. Pas essayer d'être le général de Gaulle, on parlait tout à l'heure, d'être le général de Gaulle parce qu'on prend la parole. Rester soi-même, mais un peu plus, en se tenant un peu plus droit, en parlant un peu plus fort, en essayant d'être moins monotone qu'on ne le serait dans une conversation où il y aurait moins d'enjeux, en étant plus structuré, plus clair, mais tout en conservant son authenticité, bien sûr. Et alors maintenant que vous avez deux pieds en quelque sorte vraiment dans le monde de l'éloquence, quand vous êtes amené en tout cas à faire des discours ou à prendre la parole, qu'est-ce qui vous semble le plus dur dans l'art oratoire de manière générale? Est-ce que le plus difficile c'est d'essayer de maîtriser son texte, de ne pas se réfugier dans son texte quand on stresse? Est-ce que c'est d'avoir une bonne gestuelle? Qu'est-ce qui vous semble
vous personnellement, parce qu'encore une fois, comme le style oratoire, tout est propre à chaque orateur en quelque sorte, qu'est-ce qui, pour vous, semble le plus dur? Pour moi, le plus difficile, c'est de ne pas être monotone, de ne pas rentrer dans le rythme de croisière, le rythme dans lequel on est à l'aise, de savoir varier le débit, varier le ton, varier le volume, varier la gestuelle, de savoir toujours se rappeler qu'on a un public en face de soi ou derrière un portable, une caméra, évidemment, là, l'exercice est plus compliqué, mais d'être à l'écoute et de se rendre compte lorsqu'on perd l'attention et d'aller la chercher, de se rappeler que les gens en face de soi ne nous ont pas invités, comme on invite un livre dans son fauteuil ou dans son lit, ne nous ont pas invités, il faut aller les chercher. Lorsqu'on fait un discours, les gens pensent à autre chose, ils ont leur propre vie, et il faut les convaincre ou leur parler de quelque chose, leur apporter un message, défendre une idée, mais le faire avec suffisamment d'entrain et pour être captivant, pour qu'ils aient envie d'écouter. Donc c'est un exercice de séduction permanent, de séduction de l'attention du public. Alors c'est très intéressant, vous parliez des variations de ton. Est-ce qu'elles sont nécessaires pour maintenir un public en haleine tout au long? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en plein discours et qu'on voit, parce que sans doute on a opté pour un ton un peu trop monotone depuis le début, qu'est-ce qu'on peut faire pour raccrocher avec notre public? Alors il y a des trucs que tous les professeurs connaissent, de s'arrêter au milieu d'une phrase, de laisser un silence, de créer la surprise. Il peut évidemment... alors, je préférerais donner des exercices pour s'entraîner plutôt que des règles générales parce que c'est au contraire assez bloquant de penser à des règles générales lorsqu'on est au milieu d'un discours. C'est pas de la théorie qu'il faut, c'est des réflexes. Et les réflexes, ça s'entraîne. Un exercice que je donne pour ça, c'est d'apprendre à varier le débit. Donc de s'entraîner, soit sur des textes qu'on connaît, à parler très lentement, trop lentement, de s'entraîner lorsqu'on est seul chez soi, à parler avec un débit extrêmement lent, et de temps en temps à parler beaucoup plus vite que le public ne peut suivre, évidemment, mais de le faire voilà, vitesse maximale, et de savoir varier entre la vitesse 1 et la vitesse 5 pour pouvoir le maintenir en haleine. Voilà, travailler les réflexes et pouvoir plus facilement les adopter lorsqu'on sent qu'on perd l'attention, pour pouvoir parler plus vite lorsqu'on veut faire une énumération et passer rapidement sur un sujet, ou plus lentement lorsqu'on veut parler de quelque chose d'important qui nécessite des clarifications. Alors on a abordé rapidement avant, en tout cas je l'ai évoqué, la gestuelle. Comment est-ce qu'on fait? Parce que la gestuelle est pour tous ceux qui pratiquent l'éloquence, qui même l'art oratoire de manière générale, qui tentent de prendre la parole, surtout sans doute pour ceux qui ont pratiqué et participé à des concours d'éloquence, la gestuelle est un vrai défi. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un juste milieu, un bon équilibre entre une gestuelle qui serait trop importante tout le temps avec des gestes parasites et une gestuelle qui serait morte avec ce qu'on appelle des mains mortes quand on ne les utilise pas du tout durant les discours? Et ça, je crois que c'est des questions qu'on ne pose qu'en France. Qu'est-ce qu'on fait de ses mains pendant un discours? Non, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. C'est une question qu'on ne poserait pas naturellement. Tout le monde sait quoi faire de ses mains. Elles sont attachées aux bras. On ne peut pas faire sans de toute façon. Et c'est pour ça que je préfère travailler l'état d'esprit plutôt que de donner des techniques sur où est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce qu'on fait de ses mains, comment est-ce qu'on doit se tenir, parce que on n'a jamais tous les paramètres en même temps et de toute façon, même si on cochait toutes les cases, ça donnerait probablement quelque chose de très artificiel. Je préfère travailler l'état d'esprit par des exercices issus du théâtre, de l'improvisation, pour qu'on remplace toutes les pensées négatives, tous les « que dois-je faire de mes mains ? Je vais me ridiculiser » par des pensées positives. Je vais leur montrer ce que j'ai dans le ventre, mais j'y crois à ce que je vais dire et j'ai envie de partager cette conviction, etc. Donc, que faire de ses mains? Ça peut aller de... Alors, pour ceux qui veulent regarder sur YouTube, il y a un discours de Trotsky en français où il fait c'est le contraire de ce que vous conseilleront tous les professeurs d'éloquence. Il est accoudé d'une main sur un piano, de l'autre il a un stylo, mais il a inventé une éloquence du stylo, où en plus il a un très fort accent, on comprend à peine ce qu'il dit, mais il s'exprime avec une telle énergie du stylo qu'on a envie de le suivre. Donc c'est pas en suivant des règles qu'on sait quoi faire de ses mains. Ça vient naturellement si on est dans le bon état d'esprit. Est-ce que ça dépend aussi du style de chaque orateur peut-être? Ah oui, bien sûr.
On ne peut pas copier le style physique, le style gesticulatoire d'un orateur. Évidemment, des fois, il y a des petits trucs. J'ai déjà vu des orateurs déchirer leurs feuilles pour renforcer leur message, balancer leur discours, monter sur la table. Oui, ça peut marquer, mais tout ça, c'est des gadgets du discours. Et si on est dans le bon état d'esprit, si on sait jouer de ce qu'on a autour de soi, et si on a bien replacé le discours dans son contexte, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un exercice littéraire, qu'il faut capter l'attention, alors ça viendra assez naturellement. Alors vous nous disiez à l'instant que chaque orateur, en quelque sorte, a son propre style, qu'il ne faut pas, ou rarement, s'aventurer à en imiter d'autres. Durant les concours d'éloquence, on procède quand même souvent à des sélections. Alors comment est-ce qu'on fait pour juger de la qualité du discours d'un orateur ou de la prestation qu'il vient de faire? Est-ce qu'il y a un barème similaire qui s'applique à tout le monde? Ou est-ce qu'on apprécie chaque orateur pour son style oratoire à lui? Alors, je précise juste que, à mon sens, il ne faut pas copier un orateur. Évidemment, on peut s'en inspirer. Et souvent, il y a des formules, il y a une certaine manière de présenter les choses qui vont être très inspirantes et qu'on peut s'approprier. Mais il ne s'agit pas d'essayer de faire une imitation de Maître Dupond-Moretti, du général de Gaulle. Pour la question qui portait sur... ça y est, j'ai déjà oublié, sur le barème. Sur le barème, ça a été un grand débat, notamment lorsque j'avais cofondé une association, donc un débat avec mes cofondateurs. Est-ce qu'on doit avoir un barème écrit ou pas? C'est des questions qui continuent de se poser. Tout dépend de l'objectif du concours. Lorsqu'on fait un concours avec un collège ou un lycée où le but est de développer la prise de parole et essentiellement la maîtrise de la prise de parole, donc les techniques oratoires, là, ça peut avoir du sens d'avoir un barème où on va noter d'une part la structure du discours, la pertinence des arguments. On va noter beaucoup le fond dans ces cas-là. Quand il s'agit de concours d'éloquence plus artistiques, plus littéraires, où on parle plus d'art oratoire, moi je suis plutôt opposée au barème. Bon, c'est une opinion personnelle, parce qu'évidemment c'est difficile de se mettre d'accord entre jurés. C'est pour ça qu'il peut y avoir parfois beaucoup de jurés, parfois plus que de candidats dans des concours d'éloquence. C'est difficile parce que on va chercher des candidats qui ne sont pas consensuels, des candidats qui sortent du lot. Et quand on sort du lot, on prend le risque d'en sortir par en haut comme par en bas. Donc souvent, les candidats qui vont le plus marquer un juré vont être ceux qui vont le plus déplaire à d'autres. Et les délibérations peuvent être longues, mais c'est cette délibération qui est importante pour moi plus que le barème. Est-ce que vous avez le sentiment, au vu des chocs oratoires ou des concours d'éloquence que vous avez pu... où vous avez été juré, est-ce que vous avez le sentiment que la forme prévaut sur le fond ou inversement? Parce que certains orateurs sont très forts pour la forme qu'ils donnent à leur discours, d'autres pour le fond qu'ils arrivent à y mettre. Quel sentiment vous avez vis-à-vis de ça? Alors, je précise juste pour les gens qui nous écoutent, parce que les concours d'éloquence, c'est quand même un phénomène assez récent en France. Pendant longtemps, les concours d'éloquence dont on parlait étaient des concours d'éloquence juridiques. C'était le concours de la conférence du stage, les conférences Berryer. J'aimerais juste raconter ce que c'est un concours d'éloquence. Déjà, c'est souvent des étudiants, pas seulement, ça se fait de plus en plus dans des cabinets de conseil ou des entreprises, qui vont s'inscrire, c'est toujours volontaire, et écrire un discours sur un sujet donné. Il y a plusieurs formats. Ça peut être des formats de joute, où une personne va défendre le oui et une autre le non sur le sujet donné, ou ça peut être des formats où chacun répond à un sujet, peut choisir son sujet. Il peut y avoir plusieurs tours, il peut y avoir différentes manières de l'organiser qui laissent plus ou moins de place à l'improvisation. C'est très à la mode depuis une dizaine d'années. Donc je me permettais de préciser, et en effet, un des reproches qu'on a souvent fait au concours d'éloquence, c'est d'être très axé sur une forme qui, au mépris du fond, sur uniquement l'apparence, le brillant, et qui va mettre en valeur des orateurs qui pourraient défendre le oui comme le non. À mon avis, c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est surtout un exercice d'entraînement. Lorsqu'on est capable de défendre des idées auxquelles on ne croit pas, ça permet aussi d'avoir une réfutation
plus efficace. Ça permet d'être plus imperméable à la rhétorique adverse, de pouvoir voir avec plus d'objectivité des discours. Donc pour moi, c'est pas de la manipulation, même quand c'est très axé sur la forme. C'est aussi une manière de savoir soi-même se rendre imperméable à toutes ces techniques rhétoriques et à tout ce clinquant qu'il peut y avoir dans le discours. Alors vous avez un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Savoir conclure », donc le chapitre 17. Est-ce que conclure dans un discours, c'est quelque chose de tellement important, de tellement essentiel qu'on pourrait presque dire que si on conclut mal un discours, on a en quelque sorte raté son discours? Alors, si les gens vous écoutent jusqu'à la conclusion, vous n'avez pas raté le discours. Mais c'est les phrases qu'on va garder à l'esprit, celles qui vont donner le ton. Silence. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de public. Imaginons les applaudissements. De finir sur une décharge d'énergie, de montrer que c'est bien la fin du discours, c'est important parce que c'est tellement dommage de voir des orateurs qui font parfois d'excellents discours et qui finissent sur « ben voilà ». Et ça, c'est triste. Et ça laisse pas une bonne image. Alors que le discours tout au long peut être excellent, mais la fin nous laisse un goût amer. C'est un exercice difficile. Souvent, lorsqu'on veut laisser place aux questions, on a tendance à finir sur des points de suspension, à laisser la parole un peu dans le vide et évidemment, personne n'ose s'en saisir. Donc, c'est important de bien conclure, de montrer que c'était la fin du discours et éventuellement de faire une synthèse avant. C'est pour ça que les exercices, même très écrits de la dissertation, sont aussi utiles pour savoir structurer sa pensée et donc structurer son discours, pouvoir résumer ce qu'on a dit et le conclure, éventuellement ouvrir le sujet, mais montrer que c'est bien la fin et que maintenant, place aux questions, ou voilà, place à la suite. Et vous parlez donc du public comme un véritable partenaire, en quelque sorte, du discours. Comment on lui communique des émotions et comment est-ce qu'on fait pour tout mettre en œuvre pour le convaincre? Est-ce que durant un discours, on essaye de se concentrer sur le public? Est-ce qu'on arrive à lui transmettre? Ou uniquement sur le jury? Ou est-ce qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux? Tout dépend des jurys. Il y a des jurys qui vont être très prétentieux, qui aiment qu'on ne parle qu'à eux. Voilà. Oui, et ça, je suis persuadée que le public est un partenaire et qu'il soutient le discours, qu'on le construit avec le public. Que c'est essentiel d'être à l'écoute du public, de voir quand il commence à y avoir une relâche, de s'arrêter quand on voit que le public rit. J'ai eu une expérience qui est un peu éloignée de la prise de parole. J'avais écrit une pièce de théâtre qui a été jouée 2 fois. Et aux 2 représentations, les gens n'ont pas du tout ri aux mêmes endroits. Alors, c'était pas tout à fait le même public. La première fois, il y avait surtout la famille des acteurs qui étaient venus. Mais j'avais été très surprise de voir les gens rire à des endroits où je n'aurais jamais imaginé avoir écrit quelque chose de drôle. Et le public est très imprévisible parce qu'il y a des effets de groupe qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, pour moi, l'essentiel, là, c'est de savoir rester à l'écoute, de savoir improviser, évidemment, de ne pas se laisser déstabiliser. Et pour ça, de ne pas prendre le public pour un juge, mais pour un public bienveillant. On peut tout à fait s'arrêter au milieu d'un discours. Évidemment, ce n'est pas la solution idéale, mais si on perd ses mots, dire « je ne sais plus où j'en étais, est-ce que vous pouvez me le rappeler ?» Les meilleurs cours auxquels j'ai assisté, c'est ceux qui commençaient par des questions pour savoir déjà d'où on partait, de ne pas avoir un cours sur une notion dont on n'avait aucune idée au départ ou sur laquelle on a beaucoup de préjugés. Donc il y a toute cette partie de déconstruction des préjugés qui passe par des questions, qui passe par l'écoute du public et c'est pour ça que je l'appelle un partenaire. Et vous nous avez dit tout à l'heure que vous privilégiez le mot oratoire ou prise de parole en public plutôt qu'éloquence. Est-ce que effectivement vous avez le sentiment que ce mot éloquence, en quelque sorte, il fait d'une part peur aux gens et que, aux yeux des gens, souvent l'éloquence apparaît comme un milieu assez fermé qui serait réservé aux grandes écoles, par exemple? C'est en train de changer. C'est en train de changer, notamment grâce au grand oral du bac qui fait entrer l'enseignement de la prise de parole dans les lycées. Bon, sur l'intention, c'est une très bonne chose. C'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus de concours d'éloquence, de plus en plus de discours et de médiatisation des discours. Mais il me semble que le mot éloquence reste prétentieux, déconnecté
On pense à Cicéron, à Démosthène, alors que dans la réalité, les prises de parole, il peut y en avoir aussi bien hors réunion, elles peuvent être par Zoom, à travers un écran, elles peuvent être dans des conversations, des prises de parole, on en a au quotidien, et c'est aussi ça que je voulais souligner par ce livre. Très bien. On entend aussi également souvent, quand on entend parler d'éloquence, qu'il s'agit en quelque sorte d'un milieu d'hommes. Alors vous avez été oratrice, vous avez fait plusieurs concours, vous le savez entre guillemets mieux que personne. Je ne sais pas quelle était la proportion d'hommes que vous avez rencontrés dans les jurys que vous aviez en face de vous, dans les adversaires que vous avez affrontés. Mais quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous avez effectivement eu le sentiment qu'il était d'autant plus difficile de se faire une place en tant que femme, ou est-ce que ça déstabilise tout simplement? Alors ça évolue là aussi. C'est vrai qu'il y a encore une dizaine d'années, l'éloquence était très masculine, qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on demande aux gens quels sont vos modèles d'orateurs, de prise de parole, on a très souvent des références masculines, que dans les séries télé, les orateurs sont les grands orateurs théâtraux tels qu'on les imagine, sont souvent des hommes. Mon premier sujet, lorsque j'ai demandé un sujet facile au concours d'éloquence, on m'a donné « Faut-il coucher pour réussir ?» Déjà, ça oriente aussi. Et voilà, pendant longtemps, on attendait des filles qu'elles aient un style poétique. Le style très littéraire, avec surtout axé sur le choix des mots. Et des hommes qu'ils aient des discours plus bons hommes, plus énergiques, avec plus de gestuels, plus théâtraux. Et vous évoquiez justement à l'instant le fait d'avoir des figures, des modèles d'éloquence. Est-ce que vous en avez eu? Est-ce que vous en avez encore aujourd'hui? Ah oui, j'en ai tellement que j'aurais du mal à citer. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à la prise de parole chez les enfants. À l'école primaire, là, j'avais un projet d'émission autour de l'enseignement de la prise de parole à l'école primaire, parce que je suis fascinée par la manière dont vont parler les enfants, sans aucune autocensure. Peut-être d'ailleurs que ça en manque quelquefois, mais ils ne vont pas se mettre de barrières. Et j'ai remarqué ça particulièrement dans le commentaire sportif, qui demande beaucoup d'improvisation, de vivacité d'esprit, d'être capable de s'adapter, parce qu'on ne sait pas quel va être le prochain mouvement, on ne peut pas écrire à l'avance un commentaire sportif. Et j'ai remarqué que les enfants sont souvent excellents à cet exercice. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais connaître mieux et sur lequel je me renseigne actuellement. Très bien. Et pour élargir encore un peu maintenant le spectre et parler de l'école de la parole, donc à la fois de votre école, mais aussi de votre livre. Donc c'est l'école que vous avez créée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler du rôle de cette école-là, parce qu'elle propose différents services, donc à la fois du coaching personnel, du coaching de groupe, mais aussi des masterclass, des concours d'éloquence, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa création et de son fonctionnement? Oui, je l'ai créé il n'y a pas très longtemps, en 2019, avec cette idée de proposer un accompagnement à la prise de parole, donc aussi bien dans la structuration du discours que dans la manière de le dire. Et je voulais surtout être très flexible, être à l'écoute des clients. Donc j'ai accompagné des élus, j'ai accompagné des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'essaye de me recentrer sur l'organisation de concours d'éloquence. Ça me semble important dans la période actuelle, puisque avec le confinement, les équipes ont souvent été séparées, on a perdu ce lien social que les concours permettent de retrouver. Et je suis surprise par les demandes que je reçois. Il y a eu par exemple une demande de la mairie d'Illier-Combray. Malheureusement, l'événement est déplacé, mais pour célébrer les 150 ans de la naissance de Marcel Proust, ils voulaient organiser un concours d'éloquence qui fasse vivre ces mots. Et on utilise des formats assez similaires, enfin toujours un concours d'éloquence, aussi bien pour faire vivre l'univers proustien que dans des boîtes de conseils pour donner de l'intérêt aux consultants sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des concours d'éloquence qui commencent par une présentation par un ingénieur de quelques définitions ce qu'est l'intelligence artificielle et qui vont se poursuivre par un débat avec une préparation au débat, une préparation donc oratoire
et une animation du débat. Donc ça peut être très varié. J'essaye surtout d'être à l'écoute des demandes des clients sur tout ce qui est coaching, éventuellement coaching de groupe et concours d'éloquence. Donc si je comprends bien, les missions se suivent et ne se ressemblent pas. Est-ce que c'est un défi pour vous à chaque fois de s'adapter à la demande et d'être très flexible pour pouvoir accompagner au mieux vos clients? C'est le plus passionnant des défis, mais oui, ça change à chaque fois. Évidemment qu'on ne coache pas de la même manière différentes personnes, puisque le résultat espéré n'est pas le même, puisque les personnes avec qui on travaille ne sont pas les mêmes. On ne va pas rechercher la même chose lorsqu'on est un jeune élu dans une municipalité ou lorsqu'on est je reprends l'exemple du consultant qui cherche à améliorer ses présentations devant les clients. Et alors, à quel public exactement s'adresse à la fois le livre et l'école? Est-ce que c'est aux lycéens qui nous écoutent peut-être, aux lycéens qui préparent le grand oral? Est-ce que c'est, comme vous le disiez, aux jeunes entrepreneurs ou à tout le monde finalement? À tout le monde. Alors, j'ai vraiment essayé de faire un livre le plus grand public possible. Et la dernière partie, ce sont 16 fiches détachables par situation. C'est un livre qui est très coloré également, hein, basé sur deux couleurs. Oui, Hachette a fait un très bon travail sur la mise en page et la charte graphique. Et donc la fin, les 16 dernières pages, ce sont des fiches par situation où j'ai essayé d'avoir une approche très large. Alors, malheureusement, je n'ai pas traité les conférences Zoom. Mais sinon, voilà, vous voyez le small talk, la réception avec des inconnus, l'entretien d'embauche, le grand oral du bac, le discours de mariage. Ce sont des fiches détachables? C'était voulu comme ça? C'était pensé comme ça? Oui, l'idée c'est vraiment de pouvoir l'avoir sur soi déjà pour se rassurer et puis faire la dernière checklist avant la prise de parole justement pour se mettre dans ce bon état d'esprit dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, il est un peu conçu comme une boîte à outils en quelque sorte, puisqu'il contient à la fois des quiz, des défis, des exercices aussi? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la façon dont vous l'avez imaginé? Quelle forme vous souhaitiez absolument lui donner? Ça aurait pas eu beaucoup de sens de faire un livre théorique sur la prise de parole, puisque la prise de parole, c'est une pratique. Donc je l'ai pensé pour qu'il soit pratique, pour qu'on puisse le prendre en main, l'utiliser, pas pour qu'on le lise de couverture à couverture, du début à la fin. La première partie, ce sont des conseils, des exercices, des mises en situation, des exercices que j'ai pensés pour qu'on puisse les faire seul ou à deux. En tout cas, on n'a pas forcément un public de 500 personnes sous la main. Donc pour qu'on puisse s'entraîner déjà chez soi ou en petit comité, dans les situations du quotidien. Il y a une partie qui va traiter de la maîtrise, donc toutes ces techniques qui permettent aussi de se rassurer, de structurer son discours, de dépasser les barrières qu'il peut y avoir entre soi et le public. Donc tout ce qui va être les techniques de la gestuelle, de la mémorisation, de la structuration du discours. Et puis une partie sur le lâcher-prise. Donc se mettre dans le bon état d'esprit, il y a une partie sur l'écoute active là-dedans, c'est savoir être à l'écoute, relancer une conversation, parce que écouter, c'est aussi une grande partie du discours. Et la toute dernière partie, les 16 dernières pages, qui sont les fiches détachables par situation. Est-ce que ces fiches, justement, vu qu'elles font écho à des situations du quotidien, comme parler au téléphone, raconter une histoire, assurer une bonne prestation lors d'un entretien d'embauche ou se présenter tout simplement, est-ce que ces dernières fiches-là, plus peut-être encore que tout le reste du livre, étaient pensées comme visant le public le plus large possible? Oui, et le reste du livre aussi, ça va ensemble. Les fiches détachables, c'est surtout la checklist, les dernières choses auxquelles on doit penser avant sa prise de parole pour se remettre en condition, parce que chaque exercice a après ses propres prérequis. Dans un entretien d'embauche, on ne dit pas la même chose que dans un discours de mariage. Et donc, chaque exercice a ses cases à cocher. Et c'est ce que j'ai voulu résumer dans les fiches détachables. Très bien. Et alors, est-ce que c'était en quelque sorte un défi pour vous, ce livre? Est-ce que vous êtes heureuse de le voir aujourd'hui en librairie? Ça fait peut-être bizarre de voir un livre qu'on a entièrement conçu soi-même dans la librairie où on a l'habitude de se rendre. Alors, je me destine à l'écriture. Forcément, être publié, c'était un grand défi, un grand bonheur. Et doublement un défi en cette période, puisque la publication a été repoussée la première fois à cause de la situation sanitaire.
et que encore aujourd'hui, évidemment, tous les événements, les ateliers qui devaient permettre d'appliquer le livre, de montrer, et de pouvoir permettre à tous ces lecteurs aussi de participer, d'avoir une scène, sont le plus souvent repoussés, annulés. Donc dans ce sens-là, oui, c'est doublement un défi. Et est-ce que l'écriture de ce livre-là vous a donné envie de vous lancer peut-être, donc vous le disiez, vous vous destinez à l'écriture, mais peut-être à de nouveaux projets liés à l'art oratoire ou simplement à d'autres livres? Il y a un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. C'était d'écrire un roman sur les concours d'éloquence, parce que c'est un exercice très particulier que je ne recommanderais pas à tout le monde, et qui relève sans doute plus du théâtre que de la prise de parole, mais qui me semblait être un univers fascinant parce qu'on y voit des guerres d'ego, parce qu'on a des sujets qui peuvent être passionnants et qu'on aborde souvent avec son propre passé, avec ce qu'on a envie de dire. Il y a énormément de niveau de lecture dans un discours qui est fait au concours d'éloquence. Ça me semblait un sujet extrêmement romanesque, mais ce que j'ai écrit pour l'instant dessus n'est pas à la hauteur d'une publication. Très bien, on se réjouit déjà d'avance de ce nouvel ouvrage, de ce nouveau projet, et un immense merci à Laura Sibony d'avoir été avec nous aujourd'hui et à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez bien sûr trouver ce livre-là à la librairie Kléber. Il est disponible en click and collect comme d'habitude sur notre site. Et voilà, vous pourrez le trouver et apprécier tout ce qu'il contient très prochainement. Bonne lecture et à très vite. Savoir conclure.